Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Nous sommes le mardi 27 février. Tout de suite les titres de cette édition. C'est la seule structure publique de ce type dans les Yvelines et pourtant l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan a dû fermer temporairement après le départ du dernier médecin. En attendant, la direction recherche activement un remplaçant et 18 soignants ont été reclassés. Près de 200 réfugiés ont été accueillis au domaine de Thiverval-Grignon. Ces personnes arrivées sur le sol français hier ont fui l'Afrique de l'Est et bénéficient du droit d'asile. Elles devraient rester sur place jusqu'à la mi-mars avant d'être dirigées vers des solutions d'hébergement en province. En 21 éditions, plus de 3000 pianistes venus du monde entier s'y sont pressés. Le prestigieux concours international de piano de Chatou se déroulait jusqu'à dimanche. Des musiciens de tous niveaux confondus ont participé à l'événement. Et puis il a annoncé sa décision dans une lettre à ses administrés début février. Jean-Philippe Luce n'est plus le maire de Bois d'Arcy. L'élu a démissionné de son poste occupé depuis novembre 2020. Quelles sont les raisons de cette décision et quelle est la suite pour la commune de plus de 15 000 habitants? Jean-Philippe Luce est l'invité du 7-8. Avec moi en plateau, Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78 avec vous dans un instant les actualités en bref à retenir aujourd'hui dans les Yvelines et dans ce 7-8 également. On retournera au salon de l'agriculture qui se tient en ce moment porte de Versailles à Paris. Mais d'abord, je vous en parlais dans les titres, cette fermeture qui est effective depuis quelques jours. L'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan a dû baisser le rideau temporairement et ce après le départ du dernier médecin que la direction peine à remplacer. La décision passe mal auprès de 18 soignants reclassés dans d'autres services. Les explications de Julien Leroy. Une situation à l'arrêt à l'hôpital de Houdan. La dernière unité publique de soins palliatifs des Yvelines vient de fermer temporairement ce vendredi 23 février. En cause, le départ de son dernier médecin. Ouvert en 1999 par le docteur Claude Grange, ce service de Djili aide à préserver la qualité de vie des patients touchés par une maladie grave, évolutive ou terminale. Une décision difficile à accepter pour ces 18 soignants reclassés au sein de l'établissement. Ils sont vraiment dans le désarroi total, dans l'incompréhension totale. Les agents qui sont restés dans ce service-là, ils avaient une affinité avec ce service-là. La crainte est que ce service, s'il ne rouvre pas, que les agents repartent sur d'autres établissements finalement. On ne pourra pas les retenir plus longtemps. À l'été 2023, 2 des 3 médecins de l'unité de soins palliatifs avaient déjà quitté le centre hospitalier. Seul un praticien à mi-temps assurait le maintien du service jusqu'à sa suspension. Un départ anticipé selon la direction avec une solution trouvée pour chaque patient. Aujourd'hui, certains soignants craignent une fermeture définitive. Nous, c'est absolument pas notre intention, absolument pas. Nous voulons vraiment réouvrir cette unité. Nous, c'est aussi une course contre la montre. Il faut que nous trouvions un praticien le plus vite possible. On est dans un désert médical à l'heure actuelle et je pense que c'est essentiellement la raison pour laquelle nous avons des difficultés à recruter. Pour l'heure, la direction affirme avoir reçu une candidature sérieuse pour ce poste, mais n'avance pas de date précise de réouverture. Une pétition en ligne pour sauver l'unité a été lancée, récoltant près de 6000 signatures à ce jour. De son côté, l'activité de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan a été conservée grâce à un médecin du centre hospitalier de Rambouillet. On fait le point à présent sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Clara de Frutos. Le château de Thiverval-Grignon a accueilli près de 200 réfugiés africains hier soir. Oui, ils ont été accueillis par l'association caritative Emmaüs à leur arrivée au château. Alors, selon le Parisien, les réfugiés devraient y rester jusqu'à la mi-mars avant d'être dirigés vers des solutions d'hébergement en province. Originaires de l'Afrique de l'Est, ces migrants ont été expulsés de Mayotte, île sur laquelle ils avaient trouvé refuge après avoir fui leur pays d'origine. Ils disposent tous d'un statut international de réfugiés politiques. Alors cette arrivée semble avoir surpris la municipalité. La maire Nadine Gohar indique par écrit à ses administrés que la décision a été prise par la préfecture sans qu'elle en soit informée. Je ne peux que m'étonner de la soudaineté et l'urgence de cette demande. La situation à Mayotte n'est pas nouvelle. Soyez assurés que je m'attache à obtenir des garanties, tant pour le bien-être et la sécurité des personnes. Alors ce n'est pas la première fois que le domaine accueille des réfugiés. Fin 2022, 200 réfugiés sans abri y étaient déjà restés plusieurs mois.
Alors, autre information du jour, l'axe autoroutier Paris-Normandie, on parle ici de l'autoroute A13 qui poursuit sa transformation vers des péages en flux libre. C'est ça, 2 portiques vont être installés au péage de Buchelet. On le rappelle, ces péages en flux libre remplaceront les barrières actuelles. Les conducteurs seront détectés et identifiés grâce à des capteurs, ce qui leur permettra de circuler à la vitesse autorisée sans ralentir ni s'arrêter. Mais pour gêner le moins possible la circulation, les travaux seront effectués de nuit entre le 27 février et le 1er mars de 21h à 6h du matin. Donc qui dit travaux dit peut-être modification de circulation. Tout à fait. Pendant ces 3 nuits, le groupe SANEF va donc modifier la circulation entre les diffuseurs numéro 15 Chauffour et numéro 13 Mantes-Ouest, alors dans le sens de Paris-Rouen. La circulation s'effectuera sur la voie du milieu et la voie de droite. Dans le sens Rouen-Paris, la circulation s'effectuera cette fois-ci sur la voie de gauche. Le trafic pourrait aussi être ralenti à ces horaires entre la barrière de péage Buchelet et le diffuseur de Bonnières. Alors attention, ces portiques ne seront pas en fonctionnement avant la mise en service du flux libre en décembre 2024. Alors c'est une information sur laquelle on est beaucoup revenu, les nombreuses fausses alertes à la bombe qui ont lieu au château de Versailles. L'une d'entre elles a été donc perpétrée par un homme qui a été condamné pour ce geste. Et on connaît le montant que devra payer l'homme qui a été condamné justement suite à cette action. Exactement, et l'addition pourrait être salée. Au total, le montant d'indemnisation s'élèverait à plus de 96 400 €. La plus grosse part de la somme viendrait du remboursement des billets d'entrée. Le montant serait de plus de 43 000 €. Alors pour rappel, le 19 octobre 2023, un homme de 38 ans avait déclenché une alerte à la bombe, provoquant dans la foulée la fermeture du site touristique. 11 000 personnes ont dû être évacuées. De nombreux policiers et un service de déminage avaient été déployés. Et lors de son procès pénal, le 23 octobre 2023, l'accusé s'était engagé à indemniser ce qu'il faudra. On termine avec une information un peu plus légère, 50 ans Yveline qui crée son propre jeu en ligne. Tout à fait, Grégory. Il s'appelle Destination Champion. Ce jeu en ligne immersif a été conçu sous forme de serious game. L'objectif, sensibiliser les joueurs aux valeurs du sport. Le scénario du jeu permet aux joueurs de plonger dans une aventure ludique et pédagogique. Le but du jeu, retrouver le mystérieux code secret du coffre-fort enfermant la flamme olympique. Pour cela, les joueurs devront partir à la rencontre des athlètes à travers un mini Saint-Quentin en 3D. Vous l'aurez compris, ce jeu fait référence aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu dans quelques mois. Destination Champion s'adresse aux jeunes de 6 à 15 ans, mais sachez que tout le monde peut y accéder évidemment. Et petit plus pour les Saint-Quentinois, ils pourront tenter leur chance à l'issue du jeu pour gagner 50 places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon, est-ce que vous avez trouvé le code secret, Clara ? Non, j'ai pas testé, mais c'est vrai que ça a l'air vachement sympa. On va essayer en rédaction. En tout cas, merci à vous et comme d'habitude, le hashtag 78news si vous souhaitez nous partager une actualité qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines. Toute cette semaine, TV78 en partenariat avec Radio Sensation vous emmène au Salon de l'Agriculture. C'est jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris. Ce soir, focus sur la transformation des matières premières agricoles comme les céréales ou le lait. C'est avec le moulin de Launay et Y qui sont présents au salon. Une découverte signée Nicolas Dandry, Mathilde Francou et Léa Carme. Fabriquer sa farine, son huile végétale ou encore ses pâtes avec sa propre matière première agricole, l'activité quotidienne de Jérôme Fourier. Depuis septembre 2021, cet agriculteur transforme une partie de son exploitation céréalière, un choix guidé notamment par la crise sanitaire. Je voyais dans les supermarchés toujours des pénuries de bonnes farines françaises, d'huile aussi. Mais ouais, vraiment, on a repris en main notre commercialisation, quoi. Blé, sarrasin, petit épeautre ou encore lentilles, toutes ces céréales passent au moulin pour fabriquer de la farine, un produit vendu mais aussi utilisé pour fabriquer des pâtes directement à la ferme. Une activité quotidienne pour Isabelle, la femme de Jérôme, qui gère depuis 2 ans maintenant cette production. On va faire un mélange eau et farine. Ici, on va mettre une matrice comme celle-ci. Donc là, c'est la forme fusilli qu'on met en bout là. Et puis après, donc la pâte sort et remplit les clayettes. Et les clayettes, on les met dans le séchoir. Et la pâte va sécher entre 16 et 20 heures.
Installé depuis 1996 dans la ferme familiale à Noflette, Jérôme Fourrier cultive 185 hectares de terre à travers 16 cultures différentes. Après une conversion au biologique en 2019, l'Yvelinois consacre moins de 10% de son exploitation aux produits transformés. Le reste est livré à une coopérative d'où il tire 77% de ses revenus. Après la transformation des céréales à Noflette, nous voici chez Y aux Alluets-le-Roi pour la transformation du lait en yaourt, yaourt aux fruits, mousse au chocolat ou encore yaourt à la vanille. Vous allez aussi découvrir les glaces à l'italienne d'Y. C'est parti. On a commencé avec les yaourts grecs qui représentent aujourd'hui quasiment plus que même pas un petit % de notre production annuelle. Comme vous avez pu le voir, du coup, en plus du yaourt grec, on fait de la mousse au chocolat. On a d'autres recettes de yaourt qui sont sorties, des yaourts classiques, fermes, brassés, aromatisés aux fruits. Le dernier produit qui va sortir en France prochainement et qu'on présente au salon, on est sur un mix glace, donc c'est un produit qui reste frais. Donc c'est le mélange des ingrédients pour faire une glace qui ensuite, passée dans une turbine, donnera l'équivalent d'un sorbet ou d'une glace à l'italienne. Des glaces à découvrir au Salon de l'Agriculture sur le stand du département des Yvelines. Tout à fait. Et à propos de ces produits locaux, une marque régionale existe d'ailleurs depuis 2018. Produits en Île-de-France se fixe comme objectif d'améliorer la traçabilité des produits et mieux informer le consommateur. Cette année, une plateforme en ligne vient d'être créée par la région pour connaître en quelques clics l'ensemble de nos producteurs locaux. On retrouve Corentin Alonso depuis le Salon de l'Agriculture. L'Île-de-France, c'est plus de 12 millions de bouches à nourrir. Et puis, il y a aussi les touristes qui viennent chaque année visiter notre région. Ils sont 40 millions chaque année. C'est source donc de débouchés pour nos agriculteurs franciliens. Et puis, de l'autre côté, il y a les consommateurs qui cherchent davantage, toujours plus d'en savoir plus sur la traçabilité des produits. La région a justement lancé dans le cadre du pacte agricole une marque, la marque régionale Produits en Île-de-France. Et je suis avec Sébastien Dromini. Bonjour, vous êtes le délégué spécial en charge de cette marque. Alors, Monsieur Dromini, que produit-on en Île-de-France ? Bonjour. Eh bien, écoutez, en Île-de-France, on produit beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il y a environ 50% du territoire francilien qui est concerné par l'agriculture. Et l'agriculture francilienne a toujours été une agriculture nourricière, que ce soit à travers, évidemment, ses céréales, ses betteraves, mais aussi sa production laitière, avec des fromages en AOP, notamment le brie de Melun, le brie de Meaux, et puis tout un tas de produits, le cresson de Méréville, par exemple, ou encore d'autres produits, la plaine de Montesson dans les Yvelines, qui produit de fabuleuses salades. Bref, tout un panel. Et en fait, l'idée de cette marque, elle est simplement de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il y a des produits locaux en Île-de-France, aux portes de Paris. Et ça a toujours été. Et donc, cette marque, elle a pour vocation, effectivement, à tirer la production agricole vers des produits à destination des consommateurs en direct et les consommateurs de s'approprier, en fait, leur production locale. Alors, cette marque, elle a été créée il y a quelques années maintenant. Comment elle aide justement les producteurs franciliens pour vendre leurs produits ? Quels avantages ils ont à faire partie de cette marque ? Déjà, le principal avantage, c'est de faire savoir aux consommateurs que leur produit est fabriqué près de chez eux. Quand je dis fabriqué, c'est aussi produit, bien évidemment. L'idée de cette marque pour les producteurs, elle est en fait pour eux de leur apporter de la valeur ajoutée. Cette marque aujourd'hui, elle est gratuite. Les produits sont référencés en suivant un cahier des charges qui ressemble de façon très proche à Origine France Garantie, donc qui permet aux consommateurs d'avoir une garantie de l'origine du produit. Et c'est bien ce lien entre les agriculteurs et les producteurs et les consommateurs, qui se fait. Cette marque, elle apporte quoi ? Eh bien, va prochainement être dévoilée la mise en ligne d'une plateforme de référencement des produits afin que chaque consommateur francilien qui souhaite par exemple acheter du jus de pomme, des rillettes, de la salade, puisse aller cliquer sur le site et sache où se trouvent les producteurs qui pourraient répondre à leurs besoins. Merci beaucoup Sébastien Dromini d'avoir été avec nous et donc vous pouvez venir visiter le pavillon Île-de-France, ici, porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture, jusqu'à dimanche. À la suite de nos reportages au Salon de l'Agriculture dès demain dans le 7-8. On passe aux actualités culturelles. Direction Chatou, c'est clôturé dimanche la 21e édition du concours international de piano, un événement qui a encore attiré des candidats venus du monde entier. Ils étaient 147 répartis dans 12 niveaux. Mélanie Poquet et Gabriel Gontier se sont glissés dans les coulisses.
Une première à Chatou pour Vitsukai, ce jeune Thaïlandais a choisi d'interpréter le premier mouvement de la 9e sonate de Beethoven pour se mesurer aux 11 autres candidats de la catégorie supérieure. J'ai appris plein de choses parce qu'il y avait des gens qui jouaient les mêmes morceaux que moi et du coup on avait des interprétations un peu différentes mais c'était très enrichissant. Oui. Des candidats qui viennent du monde entier, c'est la force de ce concours international. Initialement créé à Saint-Nom-la-Bretèche, c'était la 21e édition à Chatou. Je fais très attention à cela. Le jury est extrêmement objectif et nous n'avons pas de confrontation difficile avec les professeurs des candidats parce qu'ils savent que lorsque nous donnons une récompense, lorsque nous donnons un commentaire, c'est vraiment justifié. Et c'est très honnête. Des candidats de 12 niveaux se rencontrent depuis le 3 février dernier. Ce concours leur permet de s'évaluer, mais aussi de se préparer à des concours d'entrée en conservatoire. Ça demande plusieurs mois de préparation. Il faut travailler plusieurs heures par jour. Un petit peu d'appréhension, oui, pour connaître le lieu, la salle. On ne sait pas comment le piano va sonner à l'avance. Donc c'est un petit peu impressionnant. Au début, pour les premières notes, on ne sait pas trop comment gérer ça. Mais après, il faut s'habituer très rapidement. 18 candidats ont été récompensés par le jury. Ils sont repartis chacun avec un prix, un diplôme et un double CD. Le 5 mars prochain, le power trio d'Elgrès sera en concert à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Le groupe nommé aux Victoires de la musique 2019 a fait son grand retour sur scène. Voici 3 raisons de prendre ses places au micro de Mathilde Franco. Bonjour, je me présente, José Cachin, maire adjoint délégué à la culture et à l'événementiel à Montigny-le-Bretonneux. Si je suis devant vous, cher public, c'est parce que je souhaite vous parler d'un concert qui se déroulera à la salle Jacques Brel d'Elgrès et surtout vous donner 3 bonnes raisons d'assister à ce concert. La première raison, c'est que ce trio d'Elgrès a réinventé en quelque sorte un blues rock puissant aux saveurs antillaises et créoles. La seconde raison, c'est que si vous vous posiez la question, en assistant à ce concert et à la sortie surtout de ce concert, vous saurez enfin ce qu'est un sous-bassophone. Et la troisième raison, comme le dit Louis Delgrès qui rend en quelque sorte hommage à un anti-esclavagiste antillais, il faut vivre libre ou mourir. Si ces 3 raisons vous ont convaincu, je vous conseille fortement de venir assister au concert de Delgrès qui se déroulera à la salle Jacques Brel le mardi 5 mars à 20h30. Chaque mardi, Maxence Delacrouet, jeune Yvelinois passionné d'histoire, vous en apprend plus sur le département. Saviez-vous par exemple que la fameuse sauce béarnaise a été inventée dans les Yvelines? Maxence vous conte ce soir cette anecdote. L'apparition de la sauce béarnaise est une histoire mouvementée, en voici les raisons. Jean-François Collinet est un chef cuisinier français renommé du 19e siècle. Il exerce sa profession dans un restaurant gastronomique, le pavillon Henri IV, situé à Saint-Germain-en-Laye. Le 24 août 1837 est une journée banale pour le cuisinier français. Il prépare une réduction d'échalotes, processus de cuisson par évaporation de l'eau. Mais le drame est arrivé, il rate complètement sa recette. Sans céder à la panique, il tente immédiatement de la rattraper en l'associant avec du jaune d'œuf, provoquant ainsi une émulsion. Les clients, étonnés mais conquis par cette nouvelle recette, demandent immédiatement le nom de cette nouvelle sauce. Jean-François Collinet, dans l'empressement de la question, leva la tête. Il a juste le temps d'apercevoir le buste d'Henri IV pour se rappeler qu'il était né à Pau, dans le Béarn. Instinctivement, il répond à ses clients « Mais c'est la sauce béarnaise !» Une belle manière de dédier sa création à Henri IV, mais vous saurez que la sauce béarnaise a vu le jour dans les Yvelines. Avant d'accueillir l'invité du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain.
Si vite arrivé qu'il est déjà parti. Après quelques éclaircies aujourd'hui, le soleil ne sera pas visible demain dans votre ciel yvelinois. À la place, le matin, de la pluie à Houdan et Mantes-la-Jolie. Un ciel voilé à Versailles et Rambouillet. Côté température, on perd encore quelques degrés. De 1 à 3 degrés dans la moitié nord des Yvelines et même 0 degré à Rambouillet. L'après-midi, vos conditions seront nuageuses dans le département. Il fera 12 degrés à Mantes-la-Jolie et 11 degrés dans les autres secteurs du territoire. Et demain, mercredi 28 février, nous fêterons les Romains. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et notre invité, Jean-Philippe Luce, bonsoir. Bonsoir. Le 5 février dernier, vous avez adressé un courrier aux habitants de Bois d'Arcy pour leur indiquer votre décision. Vous avez choisi de démissionner de votre poste de maire de la commune que vous occupiez depuis plus de 3 ans. Vous aviez été élu en novembre 2020 pour prendre la suite de Philippe Bennassaya, contraint à la démission en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Il avait été élu à l'époque député de la 11e circonscription des Yvelines à l'issue d'une législative partielle. Ça fait désormais presque un mois que vous avez annoncé votre décision. Comment se passe votre vie sans l'écharpe de maire ? Très bien. Évidemment, c'est un grand changement, une décision importante, mais j'ai très vite repris le quotidien d'avant, c'est-à-dire je suis retourné au travail 5 jours sur 5 et ça se passe très bien. Alors dans le courrier que vous avez adressé à vos habitants, plus de 15 000 habitants, on le rappelle, à Bois d'Arcy, vous expliquez vos raisons. Et la première, c'est la difficile conciliation de la vie professionnelle avec celle de maire. C'est d'ailleurs la principale raison qui pousse environ 450 maires par an à rendre leur écharpe. Vous êtes, vous, directeur d'investissement, c'était devenu impossible de concilier vos deux vies ? Oui, c'est vrai que depuis 3 ans, ça se passait bien, globalement, mais quand vous m'avez invité il y a justement 3 ans sur le plateau pour évoquer cette élection de maire, je vous avais déjà dit à l'époque que finalement, je ne considérais pas le titre, le mandat de maire comme un métier. Oui. Tout le monde a droit à ses choix, et moi je ne le considère pas comme un métier. Et donc de fait, je trouvais aujourd'hui que c'était compliqué, de plus en plus compliqué d'associer les deux, mon vrai métier et mon mandat de maire, tout aussi passionnant que soient les deux d'ailleurs. Et donc c'était une décision difficile à prendre, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices professionnels et je sentais le besoin de retourner vers ma carrière professionnelle pour pouvoir évoluer et avancer. Et abandonner justement votre vie professionnelle au profit de celle de maire, comme peuvent le faire d'autres maires, ça c'était pas envisageable pour vous ? C'est vrai qu'au début, tout début, quand j'ai été élu maire, la question s'est posée et je me suis vraiment posé la question. Et au final, j'ai voulu garder cette activité, mon activité professionnelle que j'apprécie et que j'aime énormément. Et d'ailleurs, je travaille dans l'agroalimentaire, vous l'avez dit, et je suis très heureux du message que vous avez envoyé sur les agriculteurs et sur le salon. Mais au final, j'avais besoin de garder ce pied dans la vraie vie. C'est mon choix. Et aujourd'hui, quelques mois, longues années après avoir vécu en tant que maire et en tant que directeur d'investissement, oui, ça devenait très compliqué à faire gérer les deux. Ouais. Alors, vous gardez un pied dans la politique, si je puis dire, parce que vous restez tout de même élu au Conseil régional d'Île-de-France, où vous siégez dans le groupe UDI. Mais pourquoi choisir de garder ce mandat malgré tout ? Parce que c'est pas le même fonctionnement, la même implication. Évidemment, j'ai pas de délégation à la région, ça prend un peu moins de temps, même si je suis à fond avec les projets, et notamment on sera dès demain au Salon de l'Agriculture, et on l'était hier aussi, mais c'est pas le même engagement, c'est pas la même fonction, et puis c'est un peu plus proche de mon travail aussi pour les réunions, etc. Donc c'est vrai que ce choix peut laisser perplexe, mais vous le savez, le mandat de maire est très complet, très dense, journée, soir et week-end, ce qui est passionnant, et je regrette absolument pas d'avoir pris le relais à cette époque-là, mais c'est devenu compliqué. Donc ça sera plus conciliable, le rôle de conseiller régional avec celui de votre métier ? Oui, absolument. Ouais. Alors, quel souvenir vous gardez de votre mandat ? Vous le dites dans votre courrier, si on prend la machine à remonter le temps, il a été traversé par de nombreuses crises. Il y a eu d'abord le Covid, d'ailleurs quand vous avez été installé maire, il y avait encore les masques à l'époque. Il y a eu aussi une crise plus récemment énergétique qui s'est aussi mis en crise inflationniste. C'est quand même un mandat qui a été traversé par des crises au niveau national. Oui, ça a été un mandat un peu particulier, c'est vrai. Quand j'ai été élu maire en novembre 2020, au final, j'ai pas pu. Alors j'étais élu depuis 10 ans déjà. Je connaissais évidemment les Arcysiens, mais toute la vie qui fait le sel du quotidien de l'animation à Bois d'Arcy n'avait pas repris. On n'avait pas de culture, on n'avait pas d'animation, etc. Et il a fallu attendre 1 an avant de retrouver le contact direct avec les habitants. Donc ça a été très perturbant et long aussi pour lancer les projets. Forcément, quand on est en pleine crise, c'est compliqué de lancer les projets. Et à ça, c'est ajouté toutes les autres crises qu'on a évoquées. Heureusement, il y a des bons moments quand même, on va peut-être en parler. Mais, alors, quels sont-ils justement, ces bons moments ? C'est le contact avec les habitants.
Je le disais, c'est probablement le plus beau mandat qu'on puisse avoir à exercer, puisqu'on est au contact direct avec les habitants. Et j'ai été d'ailleurs très touché par les nombreux messages reçus, et que je reçois encore d'ailleurs, des Arcisiens suite à ma démission. Alors on va parler de la suite à Bois d'Arcy. L'intérim comme maire est assuré en ce moment par Jérémy Demassiet, mais en raison de la démission de plusieurs membres de l'équipe municipale, de nouvelles élections municipales vont devoir se tenir. On sait que le début d'année est charnière dans les communes, puisque c'est à ce moment qu'est voté le budget. Alors s'il n'est pas voté avant une certaine date, là c'est la mi-avril, la ville peut être mise sous la tutelle de la préfecture. N'était-ce pas risqué pour vous de démissionner à ce moment-là, en ce début d'année ? Non, justement, moi j'ai été hors de question de mettre la ville à risque. Bien au contraire, je pars pour des raisons professionnelles, certes, mais je ne suis pas un fou, et il était hors de question de mettre la ville à risque. Le budget est prêt. On a déjà d'ailleurs passé le ROB en conseil municipal. L'équipe continue à travailler, et l'équipe peut délibérer en conseil municipal et pourra voter le budget d'ici au 15 avril. Donc les affaires courantes sont encore assurées ? Bien sûr. Alors pour prendre la suite, il y a un nom qui revient dans la presse, celui de Philippe Benassaya, qui a été maire entre 2014 et 2020. On l'a dit tout à l'heure, il avait démissionné en novembre 2020 après son élection comme député Les Républicains de la 11e circonscription des Yvelines, poste qu'il a perdu lors de la dernière législative en 2022. Et Philippe Benassaya n'a pas exclu chez nos confrères du Parisien vouloir revenir aux affaires, selon ses mots, dans le journal Le Parisien. Je vais le citer, il était convenu entre nous que je reprenne le flambeau en 2026. Entre nous, c'est entre lui et vous, Jean-Philippe Luce. Est-ce que du coup ça pourrait survenir plus tôt ? Est-ce que Philippe Benassaya pourrait revenir aux affaires un peu plus tôt que prévu ? Je ne vais pas répondre à sa place. Après, vous avez lu comme moi dans pas mal d'articles de presse depuis plusieurs mois son envie de revenir. Je ne pense pas qu'il attende 2 ans de plus, mais encore une fois, c'est pas à moi de répondre. Il n'a pas encore répondu à nos sollicitations sur la question. Alors qu'est-ce que vous répondez justement à des élus d'opposition qui sont exprimés sur la question ? Je pense à Jocelyne Agnier qui a dénoncé chez nos confrères de 7-8 Actu de la politique politicarde, et que finalement vous aviez un peu gardé la place de Philippe Benassaya au chaud, et maintenant qu'il n'est plus député, qu'il n'a pas été élu aussi à la tête de la Fédération Les Républicains pour laquelle il était candidat face à Othman Nasrou. Finalement, voilà, c'est ce que dit Jocelyne Agnier. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, elle est dans son rôle, mais moi je fais pas de la politique politicienne. Il n'est plus député depuis près de 2 ans, et il aurait pu revenir plus tôt si ça avait été le cas. Non, j'ai une vraie envie de retrouver mon activité professionnelle pour m'épanouir au travail. Ça ne veut pas dire que je ne m'épanouissais pas en tant que maire, bien au contraire, c'était passionnant, c'est une vraie expérience enrichissante, mais je ne fais pas de la politique politicarde comme peut le dire Madame Agnier. Et donc pour le moment, pour que de nouvelles élections se tiennent, il faut que la préfecture statue sur la question, c'est ça ? Oui, moi j'ai transmis au préfet ma lettre de démission, il l'a acceptée le 16 février dernier, donc je ne suis plus maire de Bois d'Arcy depuis 10 jours. Et maintenant il a 3 mois pour fixer la date d'une nouvelle élection il semblerait qu'il y ait eu des démissions complémentaires dans l'équipe, donc oui, c'est à la préfecture maintenant de fixer une date. Donc cette date, on ne la connaît pas encore aujourd'hui. Une dernière question, est-ce que malgré, voilà, vous n'êtes plus aujourd'hui le maire de Bois d'Arcy, est-ce que vous avez continué de suivre les affaires de Bois d'Arcy à distance ? Est-ce que vous avez continué à vous y intéresser ? Oui, d'une manière différente. Je reste élu à la région sur des thématiques qui me passionnent, le transport, le développement économique, l'agriculture. Et on a, pas plus tard que cette semaine avec Valérie Pécresse, une réunion avec Transdev, et on a de grandes difficultés sur la DSP qui touche Bois d'Arcy sur les transports, donc ce sera l'occasion de faire passer des messages à Transdev. Merci Jean-Philippe Luce d'avoir été avec nous dans le 7-8. On ne manquera pas de vous tenir informé sur la suite des événements dans cette commune de Bois d'Arcy. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Et demain, mercredi, vous retrouverez Mathilde Francou à la présentation d'une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.